messieurs. Bonsoir madame. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Alors vous êtes bien triste ce soir car nous allons nous séparer pendant longtemps. Bah, j'en sais rien, qu'est-ce que je vous dise. C'est la dernière de l'année. Je rappelle donc à tous vos amis et à tous vos ennemis, et je vous regarde là tous les deux, que c'est le moment de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Un petit truc à ajouter, Eric? Non. La simple... Si, je voudrais dire, je suis doublement triste. C'est la dernière, c'est la fête de la musique et je propose de canoniser l'inventeur des boules caisses. Qui sauve chaque année mon 21 juin. Oui, monsieur Kies, c'est un bienfaiteur de l'humanité, monsieur Kies. Je voulais le saluer aujourd'hui. Bon, nous voulions saluer la simple présence d'Henri Guénaud la dernière fois parce que sa simple présence a donc permis l'introduction en bourse de notre tirelire de Gaulle. Albert de Belgique a encore compté 18 citations la semaine dernière. C'est quand même l'homme de l'année, l'homme politique de l'année, le général. Hein. Ouais. Donc notre cagnotte monte à 202 €. Nous n'irons pas au restaurant avec ça. Parce que vous m'inviterez sur vos propres deniers, il ne faut pas déconner, nous ferons un don à une association. Allez messieurs, les chronomètres sont prêts et son dernier mois, c'est l'heure du match. Alors il voulait moraliser la vie publique, mais c'est finalement démoralisé et fracassé lui-même sur les affaires. François Bayrou n'a donc tenu qu'un mois au gouvernement. Vraie surprise pour vous, Eric, ou est-ce que vous y attendiez? En tout cas, c'est bienvenu, parce que entre le recasage de Richard Ferrand à l'Assemblée, la démission dans un premier temps de Sylvie Goulard, mais pas de Marielle de Sarnez, ni de François Bayrou, il commençait à y avoir un petit fumet de tambouille politicienne qu'on croyait évaporer et qui revenait. Puis à mon avis, c'était inévitable, parce que d'abord, ceux qui se sont penchés sur le dossier des emplois fictifs au Modem disent qu'il y a quand même matière, sans doute, à poursuite, en tout cas que... on peut pas écarter cette possibilité. Qu'ensuite, il se trouve que François Bayrou était garde des Sceaux, en charge d'une loi sur la moralisation, et qu'on ne peut pas quand même porter une loi pareille. Je sais bien que tout est possible dans la vie, mais enfin, il devrait y avoir quand même quelques exceptions. On ne peut pas poursuivre à ce point-là, avec une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête. Et puis ensuite, Macron a été élu sur une promesse de rupture avec les comportements du passé. Donc, à mon avis, tout invité à prendre cette décision. Après, moi, ce que je salue, c'est qu'aux dépens de Bayrou et de Marielle de Sarnez, c'est la stratégie très machiavélique, je trouve, de Macron, qui a commencé à envoyer un premier signal avec Richard Ferrand, se tournant vers Bayrou en lui disant, tu vois, ensuite Sylvie Goulard, tu vois, et en fait, il a attendu que Bayrou s'exclue tout seul du gouvernement pour que ça se passe en douceur. Donc c'est une leçon de stratégie politique, une décision bienvenue. Une nouvelle leçon. Maintenant, je trouve qu'à un moment ou à un autre, il faudra arrêter ces petits arrangements, cette petite chronique judiciaire pour s'attaquer aux vrais gros dossiers qui attendent la France. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps. C'est moi. François Bayrou. Alors, il part. Non, ça vous inspire? Ça ne vous inspire pas? Bah, non, bof. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Mais je trouve que tous ces gens-là payent leur obsession de la morale, surtout quand la morale devient de la moraline. Moi, je ne comprends pas ce moralisme pointilleux sur l'argent du Parlement européen, je vais vous dire, toute cette histoire des emplois fictifs, etc. Ouais. De toute façon, c'est de la politique, tout ça. L'argent, il vient du Parlement européen, il paye des gens pour travailler au Parlement européen, pour travailler dans le parti du Modem. Le contrat de travail précise quelques tâches et pas d'autres. Enfin bon. Alors... Moi, justement, je pense que ça, c'est du juridisme, c'est du pointillisme. Je n'ai jamais compris ces histoires-là, même du temps de Chirac. Les types travaillaient pour le RPR, point, que ce soit la mairie de Paris ou pas. Les temps ont changé, hein, Eric. Les temps ont changé. Mais je m'en fous. Non, mais il y a deux choses. Non, mais attends, c'est pas un argument, les temps ont changé. Excuse-moi, les temps ont changé, c'est pas un argument. On a changé. C'est pas parce que les temps changent. Les fonds alloués en Europe ne sont pas destinés à financer la vie politique française, et voilà. Si, les temps ont changé parce qu'avant c'était le Far West. Je m'en fous complètement. Avant c'était le Far West. En plus, faire payer le Parlement européen ne me dérange pas. Oui, non, mais ça, c'est un autre problème. Bah non. Avant c'était vraiment le Far West. Ça se passait en liquide, etc. Tout le monde le sait. On a établi des règles. En effet, les temps ont changé simplement parce que les lois ont changé. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord que quelqu'un qui porte une loi sur la moralisation, le débat forcément sur la morale. Ça, c'est la première chose. C'est cette loi de la moralisation que je conteste aussi. D'accord. Mais le deuxième point, c'est même d'un point de vue politique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'ils partent tous maintenant le Modem, plutôt que d'alimenter un feuilleton médiatique et un feuilleton judiciaire qui va peut-être se terminer... Alors, il dit dans Le Monde, j'ai pas l'intention de me mettre un bâillon... Mais même en dehors de ça, c'est mieux qu'ils partent maintenant, qu'ils soient obligés de le faire à la suite d'une mise en examen politiquement. Voilà. Donc, du point de vue de la morale qui te répugne tant,
comme du point de vue politique, c'est une mais la sage morale décision. ne me répugne pas. Je distingue la morale, le droit et la politique. Aujourd'hui, on met tout ensemble, on met tout dans un sac et on jette à la vindicte générale. C'est ça que je Non, mais il conteste. y a des règles et il me semble qu'ils devraient respecter les règles. Il y a des règles de droit, il y a des De toute façon, règles je vais te dire, de je contrat pense du que travail. si on prend un peu de hauteur, Ah. je pense que... Prenons un peu de hauteur par rapport à la loi, c'est intéressant. Non, ça. non, pas par rapport à la loi, par rapport au miasme médiatico-juridique. La hauteur, c'est qu'en fait, Bayrou était la dernière incarnation du monde d'avant. C'est ça qui m'intéresse. Et que Bayrou est, si tu veux, le symbole de ce qu'il y a eu avant Macron. C'est-à-dire que avant Macron, il y a eu des tentatives de faire du Macron. En fait, pour moi, le projet de Macron, c'est le projet de Giscard. Il n'a pas inventé ce dossier. Non, Macron. je ne dis pas qu'il a inventé ce dossier. Je dis que c'est révélateur, si tu veux, qu'il faut que tout disparaisse qui a pu exister avant Macron. C'est tout. C'est un symbole. J'y vois un symbole. J'y vois le symbole que plus rien ne doit exister. Et surtout, on ne doit pas savoir qu'en fait, Macron a une histoire politique, a une histoire en tout cas idéologique, puisque c'est pas lui, et que cette histoire-là, elle s'appelle Giscard, elle s'appelle Delors, elle s'appelle Bayrou, c'est-à-dire tous ceux qui ont essayé de rassembler le centre-gauche et le centre-droit dans un projet fédéral européen. Il y a un projet idéologique derrière Macron, et que je trouve que Bayrou était intéressant en cela. Mais comme dans l'affaire Fillon, tu as toujours le même processus de raisonnement. Quand la réalité t'arrange pas, elle n'existe pas. Il y a une réalité, n'existe pas. il y a une réalité du dossier Fillon qui a amené logiquement à ce qu'on a vu. Il y a une réalité du dossier Bayrou Monsieur qui a amené Le Gentil et le temps presse, car on n'est pas là pour beurrer les sandwichs, comme on dit chez Audiard. Deuxième thème de match pour Il paraît que c'est la dernière. réplique préférée de Macron. C'est vrai? Oui. Pour cette dernière, messieurs, en survolant cette année rocambolesque, à part évidemment Emmanuel Macron, quelle est pour vous la personnalité de l'année? On fera un bilan global tout à l'heure avec Serge Boati et Guillaume Durand, mais là, juste pour vous, la personnalité. À part Emmanuel Macron, ce sera quand même Emmanuel Macron, parce que je suis français et que c'est une histoire insensée qui nous est arrivée à nous, c'est-à-dire l'émergence de quelqu'un qui était inconnu en tout cas du grand public, qui était absolument éloigné des grands partis, qui a jamais été un apparatchik, qui a jamais fait carrière dans un parti véritablement au sens politique. Ça va, nous fait pas Paris Match, on connaît par cœur toutes les semaines. Qui rafle la mise. Après, si c'est la révélation de la saison, j'aurais pu évidemment prendre Trump, qui a une histoire un peu parallèle à celle de Macron, dans un autre genre, plutôt dans le genre populiste. Mais je suis d'accord, là je suis d'accord. Bon, il se trouve... Non, mais il y a des points communs, je suis d'accord. Il y a des points communs. Bien sûr. Après, dans l'un et l'autre cas, les choisir comme révélation de l'année, ça ne veut pas dire approbation, ça ne veut pas dire admiration. Quand Time choisit Hitler comme homme de l'année en 38 ou Staline en 39, c'est pas qu'ils étaient devenus hitlériens ou staliniens. Mais je trouve que ces deux trajectoires ont quelque chose de parallèle. Comme Trump a pris un peu d'avance, on espère que ça va mieux se passer pour Emmanuel Macron, parce que vraiment le mandat de Trump, ça va de mal en pis. Je suis d'accord, il y a des points communs, il y a une différence quand même fondamentale, c'est que Trump se construit contre les médias, alors que Macron se construit grâce et avec les médias. Ça fait un point radicalement différent quand même. Trump a existé par les médias, c'est un homme de médias, c'est un homme de la télé-réalité. Oui, mais idéologiquement con. Non mais je veux dire, c'est ça. Bon, d'accord. Maintenant, pour le reste, si on doit prendre un Français et qu'on ne doit pas prendre Macron, moi j'ai trouvé que les deux révélations de l'année, ça a été dans des genres différents, Mélenchon et justement Bayrou. Bayrou, pour le côté comte de Monte Cristo, je reviens 20 ans après. Et je repars. Oui, là, en l'occurrence, le Monte Cristo raté, ce qui n'était pas le roman. Je suis d'accord. Il a pas eu le temps de tuer tout le monde, c'est dommage. C'est un Dantès édenté. Voilà, exactement. Oh, Joli. Et Mélenchon pour sa campagne old school, comme dirait notre camarade Onfray, c'est-à-dire il a fait une campagne à l'ancienne, très 5e République, en proposant la mort de la 5e République. Ça, j'ai trouvé ça assez fort. Très bien, messieurs, on enlève les chronomètres, mais pour cette dernière, j'ai une petite surprise pour vous. On a demandé à nos téléspectateurs de vous poser des questions et je me fais leur porte-parole. Ça va être rapide. Quel est le souvenir le plus marquant pour vous au cours de toutes ces saisons, de ces 10 ans d'amour? Là, à brûle pour point, vous n'avez pas le... Télévisé, évidemment. Le souvenir télévisé. Ici. Ici, dans cette émission-là, ou chez Ruquier? Chez Ruquier, non. 10 ans. Chez Ruquier, vous voulez toutes ces saisons de Zen. Mais c'est de ta faute, alors tu as dit 10 ans. Non, pour moi, ça a été, ça reste, pour des tas de raisons, la première, dont l'invité était Bayrou d'ailleurs. Absolument, je m'en souviens.
parce que ça faisait suite à une autre aventure et moi je dis franchement que quand ça s'est arrêté, on n'est pas couché, je pensais que la paire Zemmour-Nolo, c'était également la fin de cette aventure. Donc on était un peu surpris que ça continue. Et puis on a senti que ça fonctionnait, que quelque chose pouvait se passer. Et comme on n'avait aucun repère, on n'avait jamais été dans une émission de cette manière-là, il y avait une sensation de saut en parachute. Est-ce que le parachute va s'ouvrir? Il me semble qu'il s'est ouvert. Voilà. Moi, je garde, c'est un des souvenirs les plus vifs. Après, comme il s'est succédé des centaines d'invités, c'est très injuste de sortir. Oui, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, alors vous aussi, on dirait que c'est la première. Hein. Non, mais oui, si on veut. Mais je me souviens très bien de celle de Bayrou aussi. Ouais, absolument. Donc, je me souviens très bien. Et effectivement, il y a eu pas mal de hauts faits dans cette émission. Donc, c'est souvent assez truculent, on dira. D'accord. Alors, deuxième question. Si vous pouviez changer une action d'un président français, qu'auriez-vous modifié et pourquoi? Dans l'histoire de la cinquième. De la cinquième Ouais. Ah là, vous êtes quoi Pour vous êtes moi, cueilli, la décision de faire élire le président de la République au suffrage universel. Pas mal. Ouais. Pour moi, l'instauration du regroupement familial en 1975, qui est une catastrophe historique. Très bien. Dernière question. Comment fait Éric pour supporter Éric depuis si longtemps? Donc ça, je vous laisse. C'est très simple, la réponse, c'est un métier. La réponse, c'est qu'il faut distinguer, et ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, l'amitié des idées. Je suis très frappé de ça. Je veux dire, quand j'étais jeune, on savait s'affronter, et ensuite on restait amis. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus de mal à coordonner, si j'ose dire, et à marier l'amitié avec des désaccords idéologiques et politiques. Moi, quand j'étais jeune, c'était banal. Aujourd'hui, ça devient exceptionnel. Je pense que les gens sont de plus en plus sectaires et je pense de plus en plus ignorants. Très bien, merci messieurs. En avant pour cette dernière, c'est l'heure de notre premier débat. Le nouveau visage de l'Assemblée nationale est donc plus jeune et plus féminin. 224 femmes, et parmi elles Clémentine Autain et Aurore Berger. Mais avant de recevoir ces deux bisous, voici les disparus de l'année. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Bonne chance à la France. J'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. J'ai donné 40 ans de ma vie au service de la France. Et cela m'a apporté de grands bonheurs et quelques peines. J'accompagnerai ce combat avec volonté. Mais je ne le ferai pas en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Clémentine Autain et Aurore Berger, venez, c'est par ici que ça se passe. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Clémentine Autain, vous êtes femme politique et journaliste. Vous êtes ancrée à gauche, proche de Jean-Luc Mélenchon, dont vous avez été la porte-parole. Et vous êtes enfin nouvellement élue dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Aurore Berger, bonsoir. Vous êtes femme politique aussi, ancrée à droite. Vous avez soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre. Et vous êtes fraîchement élue aussi dans la 10e circonscription des Yvelines, où vous avez battu Jean-Frédéric Poisson. Alors mesdames, bonsoir. Est-ce qu'elle vous donne envie cette assemblée? Déjà, elle est renouvelée largement. Elle est féminisée. On en est aussi un peu le témoignage. Je pense que ça fait du bien d'avoir une assemblée qui ressemble un peu plus quand même à la France par rapport à ce qu'on a pu connaître. Je trouve qu'on a été traités avec beaucoup de condescendance, nous, en tout cas candidats de la République En Marche pendant cette campagne, par ceux qui étaient les députés sortants et qui considéraient que pour être député, il fallait forcément l'avoir déjà été, ou forcément avoir exercé des responsabilités dans des grands exécutifs locaux. Et malgré tout, les Français nous ont fait confiance. Clémentine Autain? Moi, je retiens surtout que l'Assemblée nationale n'est pas du tout à l'image de la réalité politique française. D'abord, on a eu une élection législative avec une abstention record, ce qui montre un malaise démocratique, je dirais même un système institutionnel totalement malade, exsangue, à bout de souffle. Nous, on avait plaidé pour une nouvelle République, une 6e République. Donc c'est ce qui me frappe d'abord, c'est que s'il y avait eu par exemple la proportionnelle, ma famille politique aurait eu sans doute une centaine de députés. Bon, nous sommes une trentaine. Donc ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Après, sur les profils politiques, moi je suis favorable au renouvellement, donc je trouve ça mieux toujours d'avoir des nouveaux visages. Je constate quand même que
grâce ou à cause de La République En Marche. Je suis pas sûre qu'on ait beaucoup gagné en termes de profil sociologique, c'est-à-dire de faire en sorte que... Il y a beaucoup de femmes en tout cas. Des femmes, et ça c'est bien. Il y a des femmes, mais je parlais par exemple bon, dans notre groupe, on a une aide-soignante qui est élue, j'en suis très heureuse. J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup. Dans les cas je voulais juste souligner, exactement, mais dans la représentativité, il y a aussi la question de l'origine sociale. Ah bah oui, vous pouvez être d'accord, Clémentine Autain. Je suis tout à fait d'accord. De temps en temps. Que si vous-même vous dites il fait très très chaud aujourd'hui, je pense qu'on va être d'accord. Bah non, ici, il fait pas chaud. N'empêche que moi je conteste un peu Bizu, parce que les vrais Bizus, ce sont ceux et celles qui sont entrés en étant complètement novices en politique. Ça vous correspond pas tout à fait. Donc moi je conteste un peu la présentation. Est-ce que le vrai renouvellement c'est vous ou vraiment des gens qui du jour au lendemain ont changé de profession pour faire de la politique? D'abord, le vrai renouvellement, ça serait qu'on ait un Parlement qui mène une politique nouvelle. D'accord. Je pense que le premier renouvellement, ce qu'attendent les Français, c'est un changement de politique. Or, malheureusement, avec La République En Marche, on va avoir la meilleure synthèse vous aurez gagné les élections. De l'ère Sarkozy et de l'ère... Vous aurez gagné les élections, vous avez perdu les élections. Arrêtez. Excusez-moi, je suis désolé, moi je ne suis pas spécialement macronien, mais les Français n'attendent pas un changement de politique puisqu'ils ont préféré Macron à Mélenchon. Je pense qu'on peut revenir à la question. Clémentine Autain étant une politicienne, je l'ai bien vu, elle esquive immédiatement la question. C'est là où on voit que vous n'êtes pas tout à fait novice. J'aimerais bien que vous répondiez aux deux. Est-ce que vraiment c'est un renouvellement, que ça soit des gens issus des appareils en fait qui accèdent à l'Assemblée nationale? Oui, je pense qu'il est positif de ne pas avoir à l'Assemblée nationale que des gens qui ont déjà exercé plein de mandats, qui ont eu des fonctions dans les partis politiques. Donc ça, oui, je pense que c'est positif. Pour autant, il ne faut pas simplement changer les profils, les personnes, il faut aussi changer de politique. Or, il me semble que les Français, d'ailleurs ceux que j'ai rencontrés, Sevran, Villepin-Tremblay, beaucoup disaient, bon, il faut voir. On va voir ce qu'il va faire, avec une certaine énigme sur ce qu'il va faire. Bon. Quand on lit précisément le programme qui est celui d'En Marche, qu'est-ce qu'on voit? Que la loi travail est au programme, une nouvelle loi travail. Les Français n'étaient pas d'accord avec la loi travail El Khomri, et d'ailleurs, quand vous les interrogez, 2 tiers disent on ne veut pas d'une nouvelle loi travail. Entre la présidentielle et les législatives. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, je suis pas mais je pense sur la question de je dis juste une dernière chose, et pour que vous puissiez me répondre, je pense que le vote En Marche a été aussi une façon de sanctionner les 2 grands partis qui ont gouverné. Donc il y a eu une utilisation aussi du bulletin de vote en disant on ne veut plus du Parti Socialiste, on ne veut plus de l'UMP, les Républicains, on veut une nouvelle proposition politique. Mais j'indique juste que les Français risquent d'avoir la gueule de bois très très vite parce que je ne crois pas que la loi travail, ce sera le juge de paix, c'est sûr. Non, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la question de l'abstention. Les Français sont libres de voter ou de ne pas voter. À partir du moment où ceux qui sont venus voter ont voté massivement pour qu'on ait une majorité, ils ont fait ce choix-là. Ils avaient d'autres options, d'autres possibilités. Ils pouvaient massivement voter pour la France Insoumise. Ils ne l'ont pas fait. Ils pouvaient majoritairement voter pour le Front National, pour le Parti socialiste ou pour les Républicains. Ils ne l'ont pas fait. Donc ceux qui se sont déplacés ont dit on va lui donner une majorité. Après, ce qui est sûr, c'est que derrière, ça déclenche une responsabilité immense parce qu'on n'a pas le droit de se planter. On ne peut plus avoir le droit de se planter à partir du moment où justement on a une légitimité et on a une majorité pour agir et pour réformer. C'est ça que les gens attendent. Je pense qu'ils attendent de nous des résultats avant tout. Alors, j'aime bien quand vous croyez dire des choses nouvelles alors que moi... J'ai pas la prétention de dire des choses nouvelles. Non, mais j'entends, on ne peut plus se planter depuis à peu près 20 ans. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle majorité, j'entends les nouveaux élus dire « Mais vous savez, c'est la dernière chance, on ne peut plus se planter, on ne peut plus, on n'a plus le droit à l'erreur. » Donc ça m'amuse beaucoup. Comme renouvellement, il y a mieux. Maintenant, quand vous dites... C'est un constat tout simplement qu'on n'est pas le droit à l'erreur. Oui, mais c'est un constat que j'entends à chaque nouvelle législature. Et on n'a pas le droit de le faire même s'il continue à être pertinent. C'est un peu ridicule si vous voulez, si à chaque fois on le dit et à chaque fois on se plante. Et moi, c'est la première fois que je suis élue. C'est la première fois que je suis élue. Oui, justement. Et moi, je ressens quand même beaucoup cette responsabilité-là. Et je ressens aussi ce qu'on a entendu pendant toute la campagne. Je pense qu'on l'a entendu toutes les deux. Que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et on est là pour vous bossiez et que vous ayez des résultats. Ils se fichent complètement de l'avenir des partis politiques. Mais ça, ils ont bien raison. C'est pas leur sujet. Ça, on est d'accord. Juste qu'on bosse. On est d'accord là-dessus. Mais vous savez quand même que quand vous dites on est sûr qu'on bosse, vous savez quand même que en gros, vous ne servirez pas à grand-chose. C'est-à-dire c'est-à-dire que, je ne sais pas si on vous a expliqué ça, mais le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir sera décidé par la technocratie macronienne qu'il a déjà mis en place et vous serez des braves petits soldats
qui devront obéir à la technocratie macronienne. Vous reprenez le même argument qui était celui de la campagne législative, qui était d'une condescendance inouïe, qui était de considérer que les parlementaires que nous pourrions être étaient forcément des parlementaires inutiles. C'est exactement ce que vous serez. Moi, je crois pas. C'est hyper condescendant de dire ça. C'est condescendant à l'égard des Français qui ont fait le choix de voter pour nous et de voter massivement pour nous. Bien sûr que écoutez. Pendant toute la campagne, on a dit ça. On a dit vous ne servirez à rien. Raison. Très bien. Sauf que les Français ont voté pour nous justement pour qu'on serve à quelque chose. Vous considérez que nous serons inutiles parce que vous ne partagez pas la politique que nous avons voulu mettre en œuvre. Excusez-moi. Moi, je considère qu'on sera utile justement pour mettre en œuvre cette politique. D'accord, je peux répondre. Les Français n'ont pas voté pour que vous soyez utile. Ils ont voté justement pour laisser le pouvoir à Macron qu'ils avaient élu 15 jours plus tôt. Ils sont monarchistes, les Français. C'est ça qui désole Clémentine Autain, mais c'est un autre sujet. Les Français sont monarchistes. Donc, vous n'existez pas. On aurait mis une chèvre à la place d'Aurore Berger. On aurait mis... Je trouve sidérant ce genre d'argument et la condescendance inouïe qui est la vôtre. Mais écoutez, madame, je suis désolé, on disait la même chose des députés gaullistes en 68. Vous voyez, c'est pas condescendant. Moi, j'étais pas née en 68. Mais c'est bien, c'est pour ça que je vous l'apprends. On disait la même chose. On mettait une chèvre avec une étiquette gaulliste et il aurait été élu. Donc, vous voyez, c'est pas condescendant et c'était des députés gaullistes. Mais ça reste tout aussi condescendant. Mais pas du tout. Mais le Parlement ne sert plus à rien dans la Ve République entre la technocratie et d'ailleurs c'est là où Clémentine Autain n'a pas tort. La vérité, c'est que sous couvert de renouvellement, il y a un retour aux sources de la Ve République et c'est le pouvoir technocratique qui a repris le pouvoir. Le pouvoir technocratique de gauche et de droite. Et donc, avec l'alliance de l'oligarchie bruxelloise. Ce sont deux choses très différentes. Comment ? Vous confondez pouvoir présidentiel et pouvoir technocratique qui sont deux choses très différentes. C'est la même chose. En l'occurrence, c'est la même chose. Le fait justement que la politique reprenne ses droits et qu'on ait un président qui préside, c'est pas la même chose que d'avoir une technocratie au pouvoir. C'est exactement la même chose, Madame Berger. Bien sûr, je fais que ça. Non, je pense en effet qu'Emmanuel Macron s'est moulé formidablement dans cette Ve République avec un style assez bonapartiste. C'est un enfant de la Ve République. Exactement. Et que la question qui est posée aujourd'hui en France et qui fait qu'il y a ces taux d'abstention records, c'est que peut encore la politique. Et l'abstention record, vous dites les Français, bah, tant mieux, c'est ceux qui se sont exprimés. Mais enfin, je voudrais souligner le fait que dans les territoires les plus populaires, là où vous avez des populations les moins inclus, au capital économique le plus bas, eh bien ceux-là, ils ne voient pas l'utilité d'aller voter et ils sont très en dehors de ce champ politique qu'ils estiment inutile. Donc la question qui nous est posée est celle de la souveraineté populaire. Et je crois que la crise que nous traversons, qui est liée évidemment au poids de l'Union européenne sur les politiques que nous pouvons mener, mais qui est liée aussi au fait que les politiques se sont suivies, ils ont fait des alternances, un coup à droite, un coup à gauche, et au total la même politique. Le chômage s'est creusé, les inégalités sociales et territoriales ont explosé, et les Français ont le sentiment que leurs enfants vont vivre moins bien qu'eux. Donc cette projection dans une régression sociale sans fin les dégoûte, les éloigne de la politique, et je ne vous parle pas des affaires, de tout ce qui est lié à la corruption, du sentiment que les élus sont des privilégiés et qui contribuent aussi à délégitimer la politique. Donc moi, si on dit mais non, les Français ont voté, tout va bien, regardez, on a du pouvoir machin, je pense qu'on est très en deçà de ce qui s'exprime dans le pays. Et moi, ma thèse, je pense que ce gouvernement est instable. La situation politique, même si Macron a une majorité, je la crois profondément instable parce qu'il y a une insatisfaction dans le pays qui va très très vite s'exprimer. Et quand les premières mesures vont être prises par ce gouvernement et qu'elles vont aller dans un sens toujours la même chose, hein, donc la loi travail qui considère que en facilitant le licenciement on va lutter contre le chômage. Ah oui, ça c'est un peu connu. D'ailleurs, ça fait trop longtemps. Non mais ça elle a raison. Elle a raison. Il a gagné le premier tour, il a gagné la présidentielle, c'est validé. Non mais c'est vrai. Moi je vous dis, ma conviction est qu'il n'y a pas de majorité d'idées dans le pays, d'adhésion véritable sur un certain nombre de propositions. Par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes. Emmanuel Macron propose qu'il y ait la partie qui est liée aux actions qui soit supprimée. Donc en clair, une diminution de l'impôt sur la grande fortune. Je ne crois pas qu'aujourd'hui en France, il y ait une majorité de personnes, de citoyennes et de citoyens qui soient d'accord avec cela. Et je pourrais aligner la hausse de la CSG, toujours comme ça, la hausse de la CSG sur les retraités. On nous dit que c'est pour les petites retraites. Non, c'est pas pour les petites retraites. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est pas pour les petites retraites. Mais enfin, les petites retraites, elles commencent à 1 200 €. Hein, moi, j'estime qu'à 1 200 € aujourd'hui en France, c'est une petite retraite. C'est toujours comme ça. Et il y aura, bien sûr, parlons-en de la taxe d'habitation. On peut refaire le débat des législatives. Mais oui, ce débat, il a eu pendant les législatives et les Français ont tranché. Les Français ont tranché en donnant une majorité au président de la République. Attendez, ils ont tranché. Il va y avoir un débat parlementaire.
Moi, il n'y aura pas de débat parlementaire, il y a les ordonnances et en voiture Simone. Il y a des lois d'habilitation. Non, enfin, il y a une loi d'habilitation, etc. Bon. Qu'est-ce qui vous sépare fondamentalement sur la loi travail? Vous, Clémentine Autain, qu'est-ce que vous voudriez obtenir? Il ne faut pas tout obtenir puisque vous êtes minoritaire. Quelles sont pour vous les lignes rouges? Et pour vous, Aurore Bergé, quels sont les points sur lesquels vous pensez, vous, à titre personnel, pas par discipline de groupe, qu'on peut évoluer sur la loi travail? En commençant par vous, Clémentine. Bon, moi, je ne veux pas de cette loi de travail, ni de près, ni de loin. Oui, mais enfin, vous êtes minoritaire, va falloir. Certes, mais nous allons nous battre pour son retrait. Mais des points sur lesquels, particulièrement, vous voudriez obtenir des avancées, puisqu'il est entendu que vous n'aurez pas... On n'en veut pas parce que c'est une litanie de recul. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je ne veux pas de la négociation. Par exemple, pour les indépendants, c'est un recul. Je ne veux pas, par exemple, de négociation dans l'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, toute la logique de la loi, mais on va voir après dans le détail, il faut qu'il y ait... on va le voir, le débat parlementaire risque d'être totalement escamoté. Mais ça n'empêche pas d'en débattre dans la rue, sur les plateaux de télévision, dans le débat public, partout où on peut. Partout où on peut. Et je peux vous dire que nous, en tant que députés opposés à cette loi, nous allons organiser des réunions publiques partout où nous sommes pour justement informer du contenu de cette loi et qui est une appropriation. J'ai quand même l'impression que ça risque d'être un peu biaisé dans la manière dont ce sera présenté. Oui, il y aura un parti pris, en effet, mais vous avez raison, il y aura un parti pris, le parti pris. Ah, mais il y a des partis pris par c'est pas une réunion d'information dans ce cas-là. Mais c'est pas de l'information. Est-ce que vous dites de la propagande? Oui, d'informer sur le contenu précis et en effet de donner notre point de vue sur ce que recouvre cette loi. Je voudrais juste signaler que le parti d'Emmanuel Macron a bénéficié pendant la campagne et risque de continuer à bénéficier de lobby, je ne peux pas utiliser d'autres termes, médiatiques, financiers, qui fait que quand même on a en termes de propagande, nous sommes un complot qui ferait qu'on est soutenu par grands intérêts financiers et médiatiques. Ah ben, c'est pas un complot, c'est un fait. C'est une réalité politique. Bah oui, ça c'est la vérité. Vous voulez que je vous dise combien de une Emmanuel Macron d'hebdomadaire a fait en 2016? 75. Regardez les 75, Aurore Bergé. Mais regardez le détail des unes. Vous pensez qu'elles étaient toutes positives? Quasiment toutes. Tout à géographique. Et alors, depuis qu'il est élu, alors là, on est passé complètement dans l'historiographie. Je me permets de reposer ma question. Je ne mettais pas valeur actuelle dans ce qui est la grande... C'est pas parce qu'on fait une que forcément c'est positif. Mais alors, excusez-moi. La valeur actuelle est complètement marginale dans cette bataille médiatique. J'aimerais finir le point. Sur ce qui a filtré de la future loi travail, est-ce que pour vous, tout vous convient? Est-ce que c'est à prendre ou à laisser? Ou il y a des points sur lesquels vous voudriez obtenir des avancées, des changements? Pour l'instant, moi, ce que j'ai lu sur la loi de travail, notamment sur la conférence de presse du Premier ministre, me convient. C'est-à-dire, c'est la simplification du droit du travail, c'est la question de l'assurance chômage universelle, notamment le fait que les indépendants puissent en bénéficier, c'est le fait qu'un démissionnaire puisse bénéficier demain d'indemnité chômage, qui fait qu'on pourra plus facilement prendre un risque de monter sa boîte plutôt que d'être coincé dans un emploi qui ne nous convient pas. Je pense que tout ça, ça remet aussi beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de prise de risque, et c'est ça qui est très positif. Traduction, beaucoup plus de précarité, de flexibilité. Mais non, en quoi c'est une précarité? Quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas l'assurance chômage demain. Donc comment vous considérez que c'est une régression qu'un indépendant puisse demain bénéficier de l'assurance chômage? Je considère que la logique d'Emmanuel Macron... Mais sur ce point précis? Oui, mais c'est sur ce point précis, d'ubérisation de la société, c'est-à-dire de favoriser tout ce qui est auto-entrepreneur, etc. Ça fragilise en effet la société. On n'a pas le droit de vouloir créer son entreprise, de décider de pour la création, et je suis même peut-être plus que vous pour la mobilité dans l'entreprise et dans la vie professionnelle. Profondément, je crois qu'il faut qu'il y ait de la mobilité. Mais pour qu'il y ait de la mobilité, il faut qu'il y ait de la sécurité. D'où le fait qu'un démissionnaire puisse avoir une assurance chômage demain. Et en c'est exactement ça, c'est une nouvelle sécurité, justement. Non, c'est pas une sécurité nécessairement pour le salarié, c'est d'abord une sécurité pour l'employeur. Mais c'est un débat, on va de toute façon, ce débat m'amuse beaucoup parce que c'est toujours la même discussion. Ça fait 10 ans ou 20 ans qu'on entend que si les patrons peuvent licencier, ils embaucheront davantage. C'est absolument pas ce que je viens de dire. Je dis que si vous êtes un salarié, que vous souhaitez démissionner de votre emploi, la philosophie du projet de Macron, c'est ce que je dis. Et c'est pas ce que vous dites. Et si, excusez-moi. Je pense que Clémentine Autain et Éric Zemmour sont d'accord. Oui, mais là, c'est mais c'est ce que j'allais dire. Moi, j'écoute ce qu'on dit, je lis ce qu'on écrit, et je sais très bien que depuis 20 ans, la philosophie, elle est défendable d'ailleurs. Je vous dis pas que c'est absolument scandaleux, mais la philosophie, c'est de dire si le patron peut débaucher facilement, renvoyer facilement, il pourra embaucher plus tranquillement. C'est comme ça que c'est présenté. C'est comme ça. Voilà, c'est tout ce que je disais. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais de toute façon, je pense que ça va être réglé
par la croissance qui arrive. En fait, Macron a de la chance et il va nous faire croire que c'est sa réforme qui va permettre les embauches qui vont venir à l'automne parce qu'il va y avoir un peu plus de croissance. Mais tout ça sur le fond, ça ne réglera rien parce qu'il y a des problèmes de fond bien qui dépassent tout à fait le code du travail. Qui sont la mondialisation, qui sont l'euro, qui sont tous ces sujets vraiment méta-économiques, si j'ose dire, c'est-à-dire macroéconomiques en tout cas, et qui dépassent bien, d'après moi, le petit code du travail et les petites rigidités du code du travail. Non, bien sûr, non, mais parce que par exemple, pour chaque personne, c'est pas petit, mais globalement, c'est petit. Voilà. Bien sûr, il y a une logique globale qui est au service des marchés financiers, pour la faire très court. Mais après, très concrètement, quand on va faciliter le travail de nuit, quand on va faciliter le travail du dimanche, quand on va faciliter le fait que les heures sup ne soient du coup plus rémunérées comme avant, c'est une logique qu'on connaît bien. Retourner à la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est justement positif en termes de pouvoir d'achat, non? Ben non, je ne crois pas ça, figurez-vous, parce que au bout du bout de la chaîne de cette logique, on arrive à une situation à l'allemande ou à l'anglaise où en effet on fait baisser la courbe du chômage, mais ce qu'on crée c'est massivement des travailleurs pauvres, et y compris en facilitant les statuts d'auto-entrepreneur. Pardonnez-moi, une phrase. Ça fait des années que j'observe ça dans tous les autres pays. Dans le système actuel, je dis bien dans le système actuel, vous ne pouvez pas avoir baisse du chômage et pas de montée de la précarité. C'est ou l'un ou l'autre. Depuis 20 ans, on a choisi le chômage. Les pays voisins ont choisi la précarité. Mais vous ne pouvez pas avoir un troisième choix. D'accord, enfin entre chômage et précarité, vous savez que souvent... Moi, je préfère la précarité. Oui, non, mais d'accord, mais le chômage est une forme de précarité. J'espère que tout le monde. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Non, c'est pas la même chose. Au chômage, on travaille pas. Précarité, on travaille pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre... Non, c'est pas pareil. Les travailleurs pauvres, c'est bien ce que je suis en train de dire. Absolument. Et ben voilà, c'est ça. En Allemagne, vous avez 2,5 millions de personnes qui travaillent pour moins de 5 € de l'heure. Oui, ils n'ont pas de chômage. Moins de 5 € de l'heure. Non, mais d'accord. Une dernière question. Mais vaut mieux travailler qu'être chômeur. Non, mais c'est un choix. C'est la valorisation du travail. Moi, je suis une question de position sociale aussi. Voilà. Non, mais là, si vous voulez, c'est un vrai sujet, je ne dirais pas... Moi, je suis pour, en effet, qu'on libère du travail pour tout le monde, mais que tout le monde puisse travailler. Voilà, je pense qu'on est dans une société où, en fait, le partage du temps de travail, le partage des richesses, c'est-à-dire d'essayer de dégager des marges à mettre dans les biens communs en haut, là, où il y a beaucoup d'argent à attraper. Je veux dire, les 60 à 80 milliards de l'évasion fiscale, on peut essayer d'en récupérer. Les 40 milliards du CICE, du pacte de responsabilité, mais vous n'attrapez rien du tout. Vous savez très bien que c'est tout le problème. Le débat est fini. Quel argent possible à récupérer pour partager le temps possible. Votre voisine doit partir. Est-ce que le dernier danger qui vous guette, c'est pas que l'Assemblée nationale va être le précaré des grandes gueules, à savoir que ça va être dominé par Richard Ferrand, par Marine Le Pen et par Jean-Luc Mélenchon, que je classe... Et par vous? Non, justement, que ça va être dur d'exister parce que ça va être le précaré d'affrontement entre les ténors des différents partis. En quoi ça nous empêcherait, nous, de faire entendre notre voix et d'exister? On va prêter attention. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Parce que vous allez prêter une attention plus particulière à ceux qui sont des nouveaux entrants extrêmement médiatiques et que vous connaissez déjà. En quoi ça exclut le fait que, justement, on puisse avoir d'autres voix qui puissent exister? Moi, j'ai pas l'intention, en tout cas, d'être muette pendant 5 ans. Clémentine Autain, un tout petit mot, parce que... Non, mais je sais pas, j'ai été classée parmi les grandes gueules, et hier, il y a un ami qui m'a dit « Oh, mais je t'ai vu dans les grandes gueules, toi qui es pourtant... » Mais vous savez quand même, Aurore Berger, que si on vous a mis Richard Ferrand, c'est que justement, c'est pour que vous la rameniez pas. Vous avez compris ça, quand même. C'est exactement comme Jobbs avec le groupe socialiste en 81. C'est un garde de chiourme, et vous allez vous taire. Non, mais il faut que moi, je vous préviens, je suis gentil avec vous. Non, vous l'êtes pas, et je pense pas que vous connaissez bien les parlementaires qui sont ceux de La République En Marche, mais vous allez avoir 5 ans pour les découvrir et voir qu'ils sont pas muets non plus. Pour ce qui concerne les nôtres, je vous assure que vous allez nous en parler. C'est vrai qu'on verra ça à la rentrée. Moi, je connais pas les nouveaux parlementaires, mais je connais la 5e République. Et on en reparlera. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées sur le plateau. Dans un instant, Serge Moati, Guillaume Durand, Jean-Marie Le Pen, Christian Estrosi et évidemment Tanguy Pastureau et Alba Ventura. Mais tout de suite, c'est la pub. Demain, sur Paris Première. Les Japonais sont dans une logique de conquête de la moitié du globe. Les Marines combattront les Japs sur des îles microscopiques dont nous n'avons jamais entendu parler. Avec la rapidité d'une balle. De retour sur le plateau de Vélo avec Serge Moati, Guillaume Durand, Jean-Marie Le Pen, Christian Estrosi, évidemment Tanguy Pastureau et Alba Ventura. Mais auparavant, écoutez bien ça, les garçons. La déroute
géante à la face effarée, se lève grandissante au milieu des armées. Quelques vers du poème de Victor Hugo sur Waterloo, dont nous commémorons cette semaine l'anniversaire, mais ça pourrait s'appliquer à ce qui s'est passé cette année pour les grands partis politiques en France. Et du coup, nous allons en parler tout de suite. En molesque en images avec Gaël Atlan et Dimitri Kefelec. Ils décernent les zen d'or de la rédaction. Magnéto. Favoris ou challenger, sur le devant de la scène ou en retrait, ils et elles ont marqué cette année électorale exceptionnelle. Ce soir, la rédaction leur remet les zen d'or. Dans la catégorie meilleur figurant, Jean Lassalle. Pourquoi il est important de rassembler ce grand peuple? François Asselineau. Sortir de l'Europe pour y rentrer, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol. Philippe Poutou. Philippe Poutou qui se retourne vers nous peut-être. Vous êtes avec nous. Nathalie Arthaud. Le problème qu'il y a et qui pèse sur nos têtes, c'est la dictature de cette classe capitaliste. Et le gagnant est Jean Lassalle. Je dois faire en sorte que cet État ait de nouveau des chaînes qui aillent, enfin des chaînes de bien. Hein. Dans la catégorie meilleur second rôle sont nommés Brigitte Macron. À toute ma famille et à Brigitte. Pénélope Fillon. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Et la gagnante est... Est-ce que vous connaissez la réponse? Attendez la suite. Brigitte Macron. Dans la catégorie meilleurs effets spéciaux, sont nommés Jean-Luc Mélenchon avec son expérimentation de l'hologramme. Maintenant, à Paris. Et Benoît Hamon avec sa caravane pour expliquer le revenu universel. Je veux que voilà, les Français votent en conscience, qu'ils aient la bonne information. Et le gagnant est Jean-Luc Mélenchon. Dans la catégorie meilleur costume sont nommés François Fillon avec son styliste Robert Bourgi. L'erreur que j'ai sans doute commise, c'est d'aller me faire habiller chez le tailleur de François Mitterrand. Philippe Poutou dans un style plus décontracté. Autour de ces pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal. Et le gagnant est François Fillon. J'ai eu tort d'accepter ces cadeaux, je les ai rendus. Dans la catégorie meilleur jeune espoir. Si quelqu'un aime la France, c'est Emmanuel Le Pen. François Baroin. Nicolas Sarkozy qui reçoit dans ses bureaux celui qui aurait pu être son Premier ministre s'il avait réussi à se faire réélire, c'est-à-dire vous-même. Et le gagnant est Gérard Collomb. Emmanuel Macron, vous avez dit Emmanuel Le Pen. Attention. Hein. Aime la langue, c'est effectivement Emmanuel Le Pen. Ouais. Et le zen d'or de la révélation revient à Emmanuel Macron. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Voici Guillaume Durand et Serge Moati. Messieurs, c'est par ici que ça se passe. Venez vous asseoir, venez prendre place. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Moati. Alors, Eric Nolot m'a dit avant que vous n'arriviez, ce soir, c'est la dernière, mais c'est ton baptême du feu. Parce qu'effectivement, j'ai 4 tribuns sur le plateau. Donc, je vous propose, quand je ferai ce signe-là, est-ce que vous pouvez vous arrêter de parler comme ça? Vous pouvez refaire le ça, c'est bien. Ouais. Bonsoir Guillaume Durand, vous êtes donc journaliste et animateur télé et vous êtes l'hôte à la fois expiègle et matutinal de Radio Classique et Paris Première. Bonsoir Serge Moati, vous êtes journaliste et réalisateur. Vous venez de terminer le tournage d'un film sur le PS Année Zéro. Et vous êtes tous les deux... Bien vu. Ah oui, Et vous êtes tous les deux de fins connaisseurs de la Ve République, de la politique. Donc, le zen d'or d'Emmanuel Macron, est-ce que vous,
contrairement aux deux-là qui l'ont pas vu arriver et qui parlaient d'une bulle... Moi j'assume. Est-ce que vous l'avez vu arriver? Moi, je crois... Allons-y. Vas-y. Je crois qu'il faut séparer les choses vues, comme disait un grand homme que vous citiez tout à l'heure, et l'analyse. Moi, je peux témoigner d'une chose vue, que je vais dévoiler ici ce soir. Il se trouve que mon fils, qui a 18 ans, a eu Madame Macron comme professeur de français à Franklin pendant 2 ans. Il l'a pas épousé. Donc, il n'a pas épousé. Et il n'est pas devenu président de la République. Et il n'est pas devenu président de la République. Un échec Ce total. qui fait qu'il y a plus de 2 ans, je parle chose vue, quand il était encore ministre de l'économie, j'ai été pressenti pour faire une conférence à Franklin. Il y a un cycle de conférences avec des gens qui viennent, Luc Ferry, etc. Et donc, j'ai fait la connaissance, disons, d'Emmanuel Macron que je connaissais, mais pas assez bien. Et il y a plus de 2 ans, quand il était à Bercy, puisqu'on parle du Zender, tout était écrit. Ça ne veut pas dire que tout était réalisé. Mais on peut retrouver cette vidéo qui doit exister sur le net, parce qu'il est probable que des gens l'ont filmé. Personne n'était encore au courant. Tout le monde connaissait son ambition, mais pas la manière dont elle allait être mise en scène. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose autour de ses relations avec François Hollande qui n'était pas clair, et avec Manuel Valls, mais c'était pas encore totalement décisif. Tout a été dit, tout a été montré. Donc, si vous voulez, si on doit considérer que le Zender récompense un stratège hors pair, un stratège hors pair, alors qu'il n'avait pas de troupes. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, Benjamin Griveaux installait des supermarchés qui étaient son principal collaborateur pour Unibail Rodamco. Il y a 2 ans. Donc il y a incontestablement une force, qui ne veut pas dire qu'on est dans le domaine de la pensée, hein, mais il y a une force stratégique qui s'est exprimée et que donc j'ai vu. Serge Moitié. Votre mou. Voilà. Quand il y a de la zen d'or ou pas, il n'y a pas de plaisir, on le sait. Mais c'est amusant. Oui, c'est pas mal. C'est normal. Une péto. Donc est-ce que j'ai senti est-ce que vous l'avez vu arriver? Moi, ce qui m'a frappé, mais c'est pas aussi bien qu'avoir son fils qui a été élève. Non, mais c'est pas de la moyenne, c'était vu. Non, mais recommence pas. Le truc, moi, j'ai assisté à un meeting une fois, il y a longtemps, à Lille. Et j'avais été fasciné par l'ampleur, la ferveur des gens qui étaient là, etc. J'avais été fasciné. Et quand je me suis dans la salle comme ça, je faisais des entretiens, des trucs, parce que je fais aussi un film sur le présidentiel quand même. Et j'étais là comme ça, etc. Je fais un film sur nous en même temps là en ce moment. Oui, là je tourne. Et donc, en fait, je demandais aux gens, mais votre histoire, d'où vous venez, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'avais rencontré plein de gens qui étaient dans les sections socialistes du Nord. Et ça ne veut pas dire que... Non, mais c'est très intéressant. Et ça m'a beaucoup troublé, parce que eux me reconnaissaient, je les reconnaissais, enfin, je les reconnaissais, non, mais... Enfin, oui, et ça m'a frappé, et après, je suis allé interviewer Macron, dans sa loge de maquillage, enfin, etc., enfin, bon, hein, et je l'ai trouvé absolument, littéralement... il te donne l'impression que quand tu lui parles, tu es vraiment un type, ce qui est vrai dans mon cas, un type parfaitement intelligent et parfaitement indispensable à c'est sa ce qu'on disait de compréhension du monde. Sarkozy et de Hollande aussi. C'est un peu un truc de président, ça. Sarkozy, tout le monde a dit ça. On a l'impression qu'on est le plus important. Non, Sarkozy, il écoutait personne. Moi, je crois pas. Il écoutait personne et il parlait tout le temps. Et Hollande aussi, on dit. Hollande est plus malin, mais Sarkozy parlait tout le temps. Lui, c'est formidable, l'attention qu'il prête à des propos qui étaient fadas, les miens. Ce que je trouve ça assez drôle dans vos témoignages, c'est que je pense que vous, sans vouloir vous offenser, vous recréez rétrospectivement une impression. Parce que s'il y a un mauvais orateur, c'est bien Emmanuel Macron. Dans ses meetings, il est nul. Je veux dire, on a connu François Mitterrand, donc on peut juger à l'aune d'un vrai orateur. Oui, moi, je vous parle de stratégie, je vous parle pas de... Mais j'ai bien compris. Mais ce qui me frappe, moi, dans ce que dit Moatti, c'est effectivement le contraste entre la ferveur des publics et la médiocrité de l'orateur. Ça, c'est déjà un truc qui me sidère depuis des mois, et j'avoue que je ne trouve pas la solution. Peut-être que tout simplement, c'est parce que ce public-là ne connaît rien à la politique, qu'il n'a pas nos habitudes de vieux routiers, etc. Et qu'il trouve ça formidable. C'est l'enthousiasme qui provoque l'enthousiasme. Peut-être. Son enthousiasme. C'est ce que je dis. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, la stratégie, Guillaume Durand, je suis d'accord, ça a été très bien pensé, très bien mis en œuvre. Ça, je suis. Et surtout,
un incroyable sens du secret. Car pendant des mois, la dizaine de personnes qu'on a vu remonter vers l'Élysée sur le tapis, les jeunes en noir, etc., il n'y en a pas un qui en gros, pour s'appeler, qui l'a ouvert. Alors que tout le monde sait très bien, vous comme moi, que dans l'histoire du sarkozysme et dans l'histoire de François Hollande, c'était table ouverte au bavardage. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est ce qui a changé. En fait, on est revenu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On revient aux traditions de la 5e. La technocratie gouverne et se tait. C'est très intéressant. On revient aux années 60-70, mais dans un monde évidemment différent. C'est le monde d'avant qui revient paradoxalement sous des couleurs modernistes. C'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Mais c'est très intéressant. Ça, je suis d'accord. On a le droit de parler d'autre chose? Bien sûr. Non, mais sur ce que tu viens de dire. Allez-y, allez-y. Pardon. Non, allez-y. L'histoire du monde d'avant et du monde nouveau, etc., je trouve ça insupportable. Pourquoi? Dites-moi. Parce que ça n'a pas de sens. Ah oui, je suis d'accord, c'est ce que je dis. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est la même chose que le monde d'avant. Oui, mais ça n'a pas de sens profondément. J'essaie de reprendre les termes employés. Oui, mais c'est très blessant, je leur ai dit. Je leur ai dit parce que je trouvais ça insupportable. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est parce que tu as plus de 60 ans que tu fais partie des objets inutiles, rue des Morillons, objets perdus. Il y a que ça. Oui, je me sens visé. Vous personnalisez le débat. Oui, mais c'est pas mal de le personnaliser. On va tous être concernés un jour ou l'autre. Eh ben moi, dans 20 ans, dans 30 ans, vous. Mais moi, c'est fait. Donc, dans 50 ans, vous voulez dire? Non, mais c'est pas sûr. Non, moi, je ne pense pas une seule seconde que Macron soit un homme jeune intellectuellement. Je pense qu'il est biologiquement jeune, mais intellectuellement. Il est très vieux. Son épouse l'a souvent dit au détour, elle l'a laissé suggérer au détour des entretiens, c'est un homme qui n'a que rarement été jeune. Mais la maturité plus la stratégie. Alors après, la question de savoir pourquoi tout s'effondre devant une volonté qui est une volonté dissimulée, c'est la question centrale. Mais moi j'ai la réponse à l'incompréhension de Zemmour. La réponse, elle est dans Guerre et paix de Tolstoï. Ah oui. Tolstoï vous explique, excellent oui. Un peu long, je suis d'accord. Je sais ce qu'il va dire. C'est que Tolstoï vous explique que peu importe la qualité du chef, si les troupes ont décidé qu'elles vont gagner la bataille, il y a un esprit collectif. Et on peut expliquer par des tas de raisons. Il y avait en France une volonté collective de tourner la page. Il se trouve que Macron l'a très bien compris. Bien sûr. Ça s'est cristallisé autour de lui. Il y a quand même aussi la chance des grands audacieux. On est toujours dans Napoléon. Donnez-moi un général qui a de la chance. Donc il y avait ça. Il a de la chance. Il y avait ça. En effet, les affaires, je pense que Fillon, sans les affaires, il aurait quand même été dur à battre. Pas sûr. Mais je suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, je crois. C'est une discussion qu'on a sans cesse depuis des semaines. Je pense que le canard enchaîné est totalement minoritaire dans la percée de Macron, puisqu'on parle des termes. Et que la bonne explication, c'est celle qu'a donnée Valérie Pécresse il y a quelques jours sur BFM le soir. Elle a dit c'est la guerre des chefs qui nous a plombés. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle ne l'ait pas dit d'une manière totalement. C'est une bonne explication, Guillaume. Non, mais par exemple, si vous prenez le fameux week-end, tous ceux qui nous regardent ont souvenir du Trocadéro, quand vous voyez que Barouin dit j'étais là, non pas pour témoigner, soutenir. D'accord. C'est quand même l'exemple d'un. Oui, d'accord. Il dit n'importe quoi. Bordel terrible. Il dit n'importe quoi. Finissez la phrase, Guillaume. J'étais là, non pas. Voilà, on va le voir. Je n'étais pas là pour le soutenir. Tout le monde a commenté le soutien de Barouin. J'étais là parce que j'étais persuadé qu'à la fin du discours, il allait dire au revoir. Mais vous savez bien que c'est fou, il ment. Comment? Il ment comme un arracheur de dents. Il était venu pour soutenir Fillon. Comme le mensonge, c'est la base fondamentale fondamentale de la civilisation. Ça veut dire qu'il y a autour de toute cette bande-là un effondrement qui était tellement évident qu'il a été très facile pour un homme qui était entouré par une petite bande qui fonctionnait dans le secret d'écraser un père politique Hollande que plus personne ne voulait voir et de massacrer des gens dont la rivalité était mortifère. Mais Guillaume, souvenez-vous de Mitterrand disant donnez-moi 10 types fidèles et décidés et je vous prends Paris. C'est le truc balsacien qu'on est dans la littérature. Sauf que lui, ça a pris 40 ans, pas 2 ans. Parce qu'il y avait le général de Gaulle en face. Excusez-moi du peu. Non, mais est-ce que ça peut Guillaume, est-ce que ça peut continuer comme ça? Parce que en effet, il y a eu la volonté collective, populaire, il y a eu un homme qui a eu un talent incontestable, mais est-ce que ça peut durer comme ça? Mais la question maintenant, elle est économique, elle n'a aucun rapport avec la politique. Je suis pas d'accord. Elle n'est pas seulement économique. Mais elle est la politique, c'est une question d'état d'esprit aussi. Qu'est-ce que les gens ne veulent plus? Ils ne veulent plus une exposition de la vie privée. En gros, ils veulent plus qu'on se promène au pouvoir avec des... Ils veulent plus de Sarkozy et d'Hollande, quoi. Ils ne veulent plus de copinage avec les journalistes. Ils ne veulent plus de frondeurs dans une équipe gouvernementale. Et troisième point, c'est pour ça que je parle de l'économie, ils veulent des résultats. C'est-à-dire que si Macron, le chômage ne baisse pas assez vite, si les problèmes de déficit budgétaire confrontés à ce qui se passe en Europe, ça ne s'arrange pas, il payera comme les autres. Il payera comme les autres. Non, Guillaume, est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'économie qui a fait dans cette élection? Mais vous n'avez pas compris ce que je veux dire. La période qui est celle qu'on vient de vivre,
qui est l'accompagnement de son succès. C'est une période de correction de ce qu'ont fait les deux autres avant. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous deux, l'essentiel commence. Ah oui. Oui, bah non, ça c'est évident, mais ça c'est une banalité, mais bon... Oui, mais il aurait pu partir en bateau, il aurait pu... Non, mais ça va, on fait pas les conneries des prédécesseurs. Mais pas forcément, la preuve, regardez ce qui s'est passé avec Hollande. Non, Hollande, il a fait le contrat de Sarko, mais il a fait les mêmes conneries, Enfin, finalement. il a fait du scooter pendant que l'autre faisait du bateau, c'était pas exactement. C'est moins chic, c'est moins chic. C'est les mêmes conneries. Bon, Vous allez voir qu'on ricadera moins sur Hollande bientôt. Ça y est, il va nous faire... Ah bah parce que vous parlez des chiffres de l'INSEE d'hier, d'un point Non, je parle de rien, je parle de ma sensation et de mon truc. De Hollande n'a jamais... Hollande n'a jamais été président. Je suis un garçon et un homme fidèle et loyal. Je ne trahis pas mes copains. C'est très bien, c'est très loin. Il l'a dit. C'est très loin, mais votre copain n'a jamais été président. C'est vous qui le dites. Bah moi je vous le dis. On peut être président autrement. Non mais là où Serge Moati a pas tort. Je déteste ce côté. Pardon. Un bon point pour Moati, c'est qu'en fait ce que essaie de faire Macron, c'est quand même la continuation. Ah mais ça on est d'accord. Non mais quand même. Mais moi je parlais de l'incarnation de la fonction. Non mais laissons l'incarnation pour le social-libéralisme. Il a eu plein d'échecs. Il y a eu des échecs, bon évidemment. Enfin bon, et des échecs internes aussi, c'est-à-dire les frondeurs, les machins, et tout comme ça. Il y a un moment où on ne comprenait plus rien. J'ai pas dit que c'était un détail. Et on ne comprenait plus rien, ça allait plus du tout, quoi. Et lui, Hollande est l'homme le plus secret des secrets. C'est un homme qui... oui, c'est pour ça qu'il parle tout le temps. Ça s'est pas vu chez Non, mais je rigole pas du tout. Non, mais je rigole pas du tout. Vous avez lu le livre de... C'est pas ironique ce que je dis. Oui, mais... Vous trouvez qu'il y a beaucoup de... Oui, parce que quand vous le voyez vraiment, en tête-à-tête ou en interview, comme je l'ai fait... Oui, mais ça, c'est la focale de l'amitié, ça n'a aucun sens. Non, mais Moati... Vous avez des nouvelles depuis qu'il est parti sur Moati? Il va pas dire comment il faut parler. Non, mais bien sûr que non. On se croirait à Sidibou. Oui. Vous avez des nouvelles depuis... Oui, c'est ça. Vous avez des nouvelles depuis qu'il est parti? Ah, je croyais de Sidibou. J'ai pas de nouvelles, non. Enfin, des gens qui le voient et qui me racontent. D'accord. Alors, on passe au troisième zen d'or, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui vous inspire, Jean-Luc Mélenchon? Il m'inspire des choses contradictoires. J'ai adoré sa campagne, formidable, lyrique, enfin tout le monde, quoi. Même les gens de droite, ils n'admiraient que lui. Je sais. Et vous en êtes un exemple. Absolument. Mais non, moi qui ne suis pas de droite, j'ai trouvé que c'était par moments le grand souffle lyrique, enfin, des trucs comme ça, etc. Bon, bon, d'accord. Et après, j'ai détesté. À partir du moment où il a commencé à contester les voix, à dire à 600 000, j'étais dans le truc. Lui a une voix après, il était Placido Domingo, comme on dit. Vous n'avez pas fait votre moue en plus. Donc non, la moue prévue. Donc non, ce que j'ai détesté, c'est la façon dont il a mis sur le même plan le Front National et Macron. Mais parce que comme d'habitude, moi, vous êtes dans l'affectif. Dans le stratégique, il a eu raison. Ah bon? Ben oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il préparait l'opposition future et son adversaire n'est pas le Front National, c'est ce que j'ai appelé le bloc bourgeois qui arrive au pouvoir, c'est-à-dire la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite qui se sont mises ensemble derrière Macron. Parce que derrière votre stratégie, il y a quand même des forces sociologiques très puissantes. Non, excusez-moi, c'est important. C'est important. Revenons aux années 70, puisque vous voulez parler de choses culturelles. La définition de la société par ses marges, qui a été théorisée par Michel Foucault, c'est exactement contre ça que Macron a lutté. C'est-à-dire que maintenant, ça a souvent été le cas des think tanks qui ont accompagné le Parti socialiste. On ne peut pas faire une addition des gens qui prennent de la coke, des gens qui avalent des lames de rasoir, des gens qui écoutent de la musique punk, des gens qui sont en difficulté dans les dortoirs, des gens qui ont un accompagnement de vie qui est très compliqué. Tout ça, dans une société qui est dominée, je ne dirais pas la bourgeoisie, par les classes moyennes, ce sont des stratégies perdantes. C'est faux. La société n'est plus dominée par les classes moyennes. Les classes moyennes se désagrègent depuis les 20 ans de mondialisation. Mais oui, mais entre désagrégés et dominés, vous voyez bien qu'il y a une énorme différence. Les classes moyennes dominent en France et elles sont en difficulté, mais elles dominent. Mais pas du tout, elles sont désagrégées. Ce qui leur a pas plu du tout dans le conglomérat Sarkozy-Hollande, c'est qu'ils ont été écrasés d'impôts. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans la situation de François Finot et ils ne se reconnaissaient pas du tout dans, en gros, pour simplifier, les lecteurs des Inrocks. Donc ils ont trouvé en... Parce que c'est ça les marges. Attendez, excusez-moi, c'est pas les classes moyennes, comme vous dites, ça dépend ce que vous appelez classes moyennes, qui ont voté pour Emmanuel Macron.
Ce qui a voté Alors, pour qui Emmanuel, pour regarder les cartes géographiques du vote Macron, c'est les métropoles mondialisées. C'est vraiment le cœur de la domination. Aujourd'hui, excuse-moi, non, les classes moyennes ne sont pas dans les grandes villes, mon cher Durand. Excusez-moi. Ou alors vous avez une idée des classes moyennes qui est un peu élevée. C'est ce que j'appelle la bourgeoisie. C'est plus les classes moyennes. Mais restons sur Mélenchon. C'est Mélenchon. Mélenchon, il n'a pas attiré le vote populaire non plus. Non, sur ce plan-là, il a échoué. Donc tout ce lyrisme. Oui, absolument. On est tout à fait d'accord. Plus la Seine-Saint-Denis. Qui vote pas. Mais non, pour la présidentielle, elle a voté. Elle a voté Mélenchon. Si. Enfin, la dernière, c'est que le talent de Mélenchon n'est pas en cause. Mais évidemment. Non, mais vous l'avez interrogé sur Mélenchon, là. Parce que Durand a fait une digression et j'ai attrapé la digression. Parce que moi, je voulais dire quand même qu'il y avait deux choses que je ne supportais pas chez Mélenchon. On m'a traité d'affectif comme si c'était une injure. Mais c'est pas du tout. En politique, pour moi, c'est une injure. Non, pour moi, non. Bah voilà, on n'est pas d'accord. Pour moi, non, vraiment. Non, mais je comprends, mais on n'est pas d'accord. Mais je l'ai pris comme une injure. Mais vous avez raison, c'est une injure dans ma... Eh ben, vous ne devriez pas. Et je pense que ce qu'il a dit en mettant sur le même plan, c'est dégueulasse. Et ce qu'il a dit sur Cazeneuve est monstrueux. Ah oui. Monstrueux. C'est bête surtout. C'est monstrueusement organisé et diffamatoire. Il a participé à l'assassinat de Rémi Fraisse. Il s'est occupé de ça, etc. Oui, là, je suis d'accord. Avec ses habits de bedeau. Ses habits de bedeau, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce mépris? Qu'est-ce que c'est que ce truc épouvantable des gens? Il faut faire gaffe, parce que c'est le mépris, la violence en politique, c'est affreux. C'est affreux. Mais moi, je trouve pas, moi. Non, mais la violence en politique, ça permet de ne pas avoir la violence dans la rue. Non, mais ça sert à ça, la politique. Non, mais ça sert à quoi? Excusez-moi, les assassin à quelqu'un, c'est... Non, mais à quoi, Eric, à quoi a servi la sortie de Mélenchon sur Cédric Villani hier, en disant je vais lui apprendre le contrat de travail. Voilà, je vais apprendre le contrat de travail et même un mépris d'entrée de jeu pour les primo-députés. Qu'est-ce que c'est que ces types qui connaissent rien? Lui aussi, il a eu une jeunesse difficile et il a été pro-Maastricht, donc il lui est arrivé de se bourrer, même. Il a évolué. Il a évolué au fil des années. Bon. Oui, il a voté en 92. Il a voté oui en 92, absolument. Non, mais moi, c'est très compliqué de parler de Mélenchon parce que c'est un type qui est très affectif, très réactif. Attention, et qui est complexe à appréhender. Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand admiratif qui est devenu un grand révolutionnaire. Ça, c'est curieux. C'est-à-dire qu'il adorait Mitterrand. Quand il était ministre, tout le monde vous dira qu'il chantait les louanges de Jospin. Oui, absolument. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire du jour où il s'est retrouvé dans l'opposition, il s'est mis à détester tout le monde. Et le vocabulaire, moi je parle simplement, c'est côté ancien prof de vocabulaire, traiter un type qui est médaille Field, c'est-à-dire quelque chose qui correspond quand même au prix Nobel. Au prix Nobel de petit matheux avec un mépris terrible, c'est quand même... moi, les bras m'en tombent. Alors après, ça n'empêche pas ses qualités d'orateur, mais le vocabulaire est quand même un vocabulaire qui me paraît... D'ailleurs, ça lui sera reproché, ça va rester. L'histoire du drapeau européen, c'est quand même stupéfiant. Le type a été député européen pendant des années. Il a été dans des hémicycles où il y avait des drapeaux européens partout. Tout d'un coup, il rentre dans l'Assemblée avec ces gens et il dit « Oh, ce drapeau européen, en gros, faut le virer. Que fait-il là? C'est la République française. » Pourquoi vous ne prononcez pas le mot de posture? Mais il a pas jusqu'au truc, ce sont des postures. C'est-à-dire que, voilà, posture caricaturale et radicale. Dernière petite question, c'est pratiquement la fin. François Bayrou qui démissionne. Une tâche, ça gêne le gouvernement? C'était inévitable, je pense, oui. Ouais. Oui. Gêner le président Macron? Mais je pensais qu'on pouvait dire que cette présidentielle a été un moment totalement long, interminable, mortel. Et je me souviens, quand ça a commencé, moi je m'apprêtais déjà à sortir les archives de mes films précédents, c'est-à-dire c'était Hollande contre Sarko au départ. Bien sûr. Alors je me suis dit, je vais ressortir 2012, je suis peinard, je mets des trucs 2012, etc., le Bourget, le machin... Il a fallu bosser, Serge. Il a fallu bosser. Il a fallu bosser. Et j'ai bossé. Et vous n'avez pas assez insisté, et vous allez me trouver affectif, sur le 1er décembre 2016, le départ d'Hollande. Quand il dit « je n'irai pas », ça a été un truc, c'est la première fois dans une présidentielle que l'acteur principal quitte la scène avant que la pièce ne commence. Vous allez dire que c'est magnifique? Non. Ah bon, vous m'avez fait peur. Mais non, je dis pas ça du tout. Ah bon. Je dis que c'était pour vous, c'est le 1er décembre. Pardon? Le 1er décembre, c'est une date importante de cette campagne. Pour moi, c'est la date clé de la campagne. De la campagne. Parce qu'après, on a cherché follement, il y a peut-être des doublures dans le coin, etc. Donc, on s'est dit, c'est Valls, Juppé. Ah oui. Et non, on s'est dit, c'est Valls et Juppé. Alors, on est allé chercher ça. Bon, ça allait pas. Non, il fallait autre chose. Et il y a eu les funestes primaires. Atroces, les primaires. C'était un cauchemar, ce truc. Vous avez vu les émissions de ça? Ah oui. C'était un cauchemar. Et alors, qui sort? Et ça s'adressait qu'à la part la plus
dur de chacun de son électorat. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, Hamon représente Serge. quoi au Parti Socialiste et Fillon. Est-ce que vous réalisez, pendant que vous parlez, combien tout ça paraît loin et vieux mais oui, et ancien? Quand vous dites ne parlez pas du nouveau et de l'ancien, vraiment, ça nous paraît. J'ai l'impression qu'on parle des pyramides des gens. Je vais vous dire, moi, c'est pas. C'est marrant ce que vous dites parce que j'ai pas retenu la même chose. Moi, ce que j'ai retenu de cette campagne, effectivement interminable, vous avez raison, c'est que le soin avec lequel on n'a pas parlé des sujets qui fâchaient, on n'a pas parlé des sujets importants, existentiels, qu'on s'est enfermé dans un économisme vraiment de technocrate et que maîtrisait pas la moitié des candidats. D'ailleurs, on a bien vu le sommet étant Marine Le Pen entre les deux tours. Voilà. On a bien vu que quand à s'enfermer dans un économisme de technocrate, fallait être technocrate et fallait être économiste. Bon, voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est la vacuité de ce débat interminable, aussi long que vide. Un petit mot, de conclusion sur cette campagne? Alors je dirais qu'il reste un mystère total, c'est qui a balancé au canard enchaîné. Le fameux cabinet noir. Parce que le canard enchaîné a quand même tué Chaban-Delmas, a quand même tué Valéry Giscard d'Estaing, et donc a quand même objectivement tué François Fillon, même si c'est pas le seul résultat. Ah oui, donc et c'est pas la seule cause. Vous êtes d'accord avec moi, Guillaume? Il aurait peut-être perdu quand même. Enquête à suivre. Qui a déposé ça travaille François Fillon. François Fillon veut absolument ça. Ça pour lui, c'est normal. Il penche maintenant plus pour le cabinet noir, mais plus pour une fuite de son camp quand même. Voilà. Alors qu'il nous a dit le contraire. Il nous a même dit qu'il avait tous les documents qui prouvaient l'existence du cabinet noir et de la conspiration. Deuxième conclusion sur l'affaire Bayrou. Moi, ce que je trouve inquiétant, donc. Les cas sont très différents, parce que Bayrou n'a pas été député européen ces derniers temps. On l'amalgame à Marielle de Sarnez, qui elle était députée européenne. Quant à Sylvie Goulard, c'est visiblement pour des fonds qu'elle a touchés d'une société américaine qui serait en contradiction avec l'éthique de l'armée. Donc en fait, ils ne partent pas exactement pour les mêmes raisons. Et il ne semble pas que le bienveillant soit le tueur absolu qui leur a dit « cassez-vous ». Ils ont compris que la situation était totalement intacte. Ce qui m'inquiète, pour arriver à une conclusion un peu plus... c'est quand même que maintenant, avant on démissionnait parce qu'on était mis en examen, maintenant on démissionne non pas sur ce que vous faites, mais sur ce que les autres disent de vous. Exactement. Donc on lit Libération. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là c'est la catastrophe. Moi j'étais déjà contre les démissions quand on a été mis en examen. Vous imaginez? Non mais moi je suis. Il a raison. Vous portez une loi sur la moralisation, ça crée des obligations. Mais c'est ça le problème. C'est notre conclusion, messieurs. C'est notre conclusion. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir, Guillaume Durand. Ça va vous rester avec nous car c'est maintenant l'heure de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien. C'est l'heure de la polémique. Ah, vous avez rendez-vous avec Jean-Marie Le Pen. Bougez pas. Ah. La famille des Acrides, je voudrais le père ou le grand-père avant de recevoir Jean-Marie Le Pen qui demande la démission de sa fille et retour sur les crashs politiques de l'année. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Merci. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Mes chers compatriotes, ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Vous êtes député européen et fondateur du Front National. On vient de voir les images de votre fille au débat. Est-ce qu'elle a signé son arrêt de mort ce soir-là? Qui le sait? Bah vous, non? Non. Mon Dieu, qui sait tout ça? Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Arrêt de mort politique, s'entend, évidemment. Oh, je ne sais pas. Je pense qu'il est toujours possible d'avoir le ferme propos, de comprendre pourquoi on a échoué et d'en tirer des conclusions. Si j'en juge d'après l'incident d'hier matin, il semble qu'on n'ait rien compris encore.
C'est-à-dire Hier matin, vous avez faut demandé pas sa désespérer. démission et vous avez trouvé la porte close quand vous avez voulu... Non seulement la porte close, mais même, je dirais, le bureau enchaînée. politique. Verrouillé. Donc, et je crois qu'il se tenait une réunion d'un bureau politique dont la composition échappe au statut et dépend exclusivement du bon vouloir de Mme Le Pen, qui a invité une dizaine de personnes supplémentaires. Et tout ça n'a pas d'importance, puisque c'est un mouvement où on respecte, on fait profession de ne pas respecter les statuts. Et on affirme même qu'on préfère subir une amende que de respecter les décisions des tribunaux. Monsieur Le Pen, comment vous voyez la suite des événements? Parce que d'une certaine manière, le Front National est devenu un parti comme les autres, à savoir que comme les autres, il est partagé entre deux lignes qui ont l'air de plus en plus opposées, de plus en plus contradictoires, de plus en plus irréconciliables. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme ou à long terme, le parti peut se scinder en deux entre ces deux lignes? Non, je ne crois pas. D'abord, ils ne sont pas inconciliables. En fait, dans tous les partis politiques, il y a des nuances sur certains sujets, des différences même radicales sur certains problèmes précis. Elles ont l'air de s'accentuer, les différences. Elles ont l'air de s'accentuer au FN, les différences. Peut-être, je ne sais pas. L'un d'entre eux a menacé de partir. L'autre, qui était la plus populaire, s'est retirée, sans qu'on sache très bien pourquoi. Vous parlez de votre petite fille, Marion. Perdant d'ailleurs à cette occasion son siège, n'est-ce pas, le siège de Carpentras, qui était Front National, est passé à un autre parti. Voilà. Ça, ce sont des conséquences... Mais c'est pour mieux revenir, ça. Pardon? C'est pour mieux revenir, ça. Oui, d'où? De là où elle est. De là où elle est. Elle se met en réserve de la République pour revenir une fois que... Où ça, dans le bois de Boulogne? Non, dans le bois de Boulogne, non, chez elle. C'est le meilleur endroit pour se lancer vers le pouvoir, c'est tant est que c'est l'objectif de toute action politique, c'est quand même l'élection. Elle était élue dans des conditions exceptionnelles. Elle s'était révélée d'ailleurs un parlementaire exceptionnellement doué, et elle aurait pu reconquérir son siège. C'était à peu près acquis. Elle ne le fait pas, on ne sait pas pourquoi. Elle a peut-être compris l'époque politique. Pardon? Elle a peut-être compris l'époque politique dans laquelle elle vivait maintenant. Quel rapport? Ah oui, c'est Courage Fillon. Non, c'est pas Courage Fillon. C'est qu'elle reviendra à 30 ans. Les années qui nous attendent sont des années dangereuses, très dangereuses. Alors je comprends qu'un certain nombre de gens ne souhaitent pas avoir des responsabilités dans ces moments-là. Monsieur Le Pen, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur le cas de Marine Le Pen. Effectivement, on est d'accord sur un point, je crois, l'un et l'autre, c'est qu'elle n'a absolument pas été au niveau du débat présidentiel face à Emmanuel Macron. Elle a montré une incompétence crasse et une incapacité à se hisser au niveau. Si vous voulez, c'est un peu comme une équipe de foot qui joue en finale de Coupe du Monde et on s'aperçoit qu'elle peut jouer que le championnat de France. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Oui. Et c'était pathétique. Ce soir-là, je me suis dit, mais tout ça, c'est de la faute de Jean-Marie Le Pen parce que c'est vous qui l'avez mis sur le pavois. C'est vous qui l'avez propulsé à la tête du Front National. Non mais... Non. Vous auriez pu faire un autre choix à l'époque. Non, c'est le Congrès qui l'a élu, c'est pas moi. Oui, mais vous avez été décisif. Il y avait deux candidats. C'est vrai. Et c'est vrai que j'avais choisi entre les deux candidats Marine Le Pen pour une série de raisons très sérieuses et qu'elle a vérifié, me semble-t-il, les 3 premières années de sa présidence. Elle n'a changé d'axe que plus tard. C'est vrai. Alors, c'était... Bon, très bien. Donc vous pensez que vous n'avez pas fait une faute originelle, si j'ose dire? Non, je ne pense pas. Non. D'accord. Et deuxième, d'après moi, erreur majeure, c'est la ligne politique. Elle a engagé, sous les influences de Philippot, une ligne politique de gauche. Elle a tenté de séduire l'électorat de la France insoumise et non pas l'électorat de droite. Là, vous êtes d'accord sur ce diagnostic? Tout à fait. Mais vous pensez que c'est une bêtise, une de plus? Mais c'était zinzin, ça. D'accord. Non, mais c'est très zinzin. Je voulais vous entendre le dire, parce que quand je le dis ici... non, juste une question. Hier, devant le siège du Front National, du parti, vous avez dit elle a commis 2 échecs cuisants. Elle a subi. Elle a subi, oui. Alors, vous pouvez les dire lesquels les deux sont les deux? 2 échecs, l'échec présidentiel et un échec législatif. Ce sont des échecs cuisants. Ah si, il était cuisant. Il était cuisant dans la mesure où on espérait faire beaucoup mieux, et on espérait gagner d'ailleurs, et on espérait faire beaucoup mieux. Le Front National n'a jamais cru sans voix, monsieur. Honnêtement, personne n'a cru. Devant un candidat absolument,
pratiquement inconnue du Oui, grand c'est bon. public, D'accord. une marionnette qui sortait comme ça brusquement du théâtre, qui s'est révélée d'ailleurs assez brillante, mais qui avait rempli quelques rôles inconnus du grand public. Marine Le Pen pouvait parfaitement incarner la volonté de redressement du Front National. On pourrait vous rétorquer qu'elle a fait 2 fois en pourcentage que vous-même aviez fait au 2e tour à l'époque, c'est la première chose. Non, mais il faut et la deuxième comparer. chose, d'accord. Mais la deuxième chose, vous n'avez pas répondu à Zemmour. Comparer des choses comparables. Je comprends, mais enfin, c'est pas non plus. Vous la comparez à Cambadélis. Non, écoutez, j'ai pas l'habitude de défendre Marine Le Pen ici, mais enfin, Cambadélis, c'est quand même un échec d'une toute autre dimension que celui de Marine Le Pen. Soyons sérieux. Je n'ai pas comparé à Si vous avez dit, elle devrait en tirer les conclusions comme Cambadélis. J'ai reconnu à Cambadélis Cambadélis un talent oratoire évident. Moi, je suis capable de reconnaître des qualités. Non, vous avez dit qu'elle devrait en tirer les mêmes adversaires. conclusions que M. Cambadélis, à savoir la démission. Je ne trouve pas que leurs 2 cas soient comparables. Et je m'enferme dans cette défense de Marine Le Pen. Non, n'oubliez pas une chose. Quand un leader politique subit un échec, il offre sa démission à ceux dont il tient le pouvoir. Ceux-ci l'acceptent ou ne l'acceptent pas.